En fait, je suis hyper fière aujourd'hui d'avoir son prénom sur la couverture d'un bouquin. Je me dis, voilà, elle existe au moins là. Et en fait, à ce moment-là, alors qu'on était tous les deux dans cette salle d'attente avec mon mari, à un moment donné, je lui ai dit, mais tu te rends compte, quand même, elle risque de mourir. Mais moi, j'ai perdu mon enfant. Son décès a permis de sauver 6 vies. Une mort, 6 vies. Ça n'a pas de prix. Je m'appelle Florence Boutet, j'ai 54 ans et je suis la maman d'Alice et Camille. Alice, c'était une jeune fille assez singulière. Elle était née avec une tumeur au cerveau qui avait été détectée à l'âge de 3 mois, qui avait été opérée à l'hôpital Necker déjà. Et du coup, il subsistait de ce problème médical un handicap psychomoteur léger, mais quand même là. Et puis surtout des difficultés de communication verbale et non verbale. Si bien qu'Alice était une jeune fille qui voyait la vie qu'au premier degré, qui avait beaucoup d'humour, qui aimait beaucoup le comique de répétition. C'était une jeune fille très sportive, avec une hygiène de vie extrêmement saine. C'était une jeune fille qui avait décrété que le sucre n'était pas bon pour la santé, donc elle ne mangeait pas de sucre. Voilà, elle se nourrissait exclusivement, je crois, de pâtes et de pizza. Mais en tout cas, elle faisait beaucoup de sport et elle était passionnée par les animaux, par l'équitation. Et c'était une jeune fille extrêmement joyeuse. Alors oui, c'est vrai que les difficultés qu'Alice rencontrait obligeaient chaque membre de la famille à s'adapter. Et donc Alice, elle a 2 grands frères, Thomas et Nicolas, une petite sœur, Camille, qui tous les 3 ont fait en sorte de pouvoir communiquer avec leur sœur le mieux possible. Donc il n'y avait pas vraiment de compromis ni de négociation, mais en tout cas beaucoup d'adaptation de la part de chacun pour qu'au quotidien les choses se passent bien. Donc on acceptait. Alice n'aimait pas beaucoup le changement. Donc on acceptait qu'on mange toujours à la même place, que s'agissant d'Alice, on fasse toujours les choses dans le même ordre. On rentre, on goûte, on fait ses devoirs, on prend sa douche et on ne change pas l'ordre des choses parce que sinon c'est très perturbant. Voilà, on s'était tous adaptés à ça et puis finalement ça nous allait bien, ça nous obligeait nous à accepter que les choses n'aillent pas comme nous le souhaitions. Voilà. Et ça c'est important. Oui, Alice, vers l'âge de 15 ans, a émis le souhait de travailler dans le domaine des chevaux. Elle pratiquait l'équitation depuis qu'elle avait 4 ans. Simplement parce que moi aussi je suis cavalière depuis très très jeune et que je savais que l'équithérapie pouvait apporter de l'équilibre, de la latéralisation aux enfants. En tout cas, ça pouvait être une rééducation vraiment intéressante pour elle. Et du coup, moi je lui ai fait pratiquer l'équitation en complément de la rééducation qu'elle suivait par ailleurs pour compenser son handicap. Et c'est devenu pour elle une réelle passion. Comme elle avait émis le souhait d'entrer en apprentissage et de travailler dans l'élevage de chevaux, et donc elle travaillait dans un haras, pas très loin de la maison. Et puis ce jour-là, eh bien, comme tous les jours, à la fin de sa journée de travail, elle était chargée de ramener un cheval depuis le pré jusqu'à l'écurie. Tâche qu'elle accomplissait chaque jour sans aucune difficulté et sans aucun problème. Ce jour-là, on ne sait pas ce qui s'est passé. Toujours est-il qu'en ramenant ce cheval du pré à l'écurie, il semblerait que le cheval soit tombé. Alors est-ce qu'il a été piqué? Est-ce qu'il a trébuché? On ne sait pas. Alice s'est retrouvée en bout de longe. Elle a voulu rattraper sa longe et au moment où elle s'est baissée pour ramasser sa longe, le cheval s'est relevé et elle a reçu un coup de pied de cheval dans la tempe. J'ai d'abord reçu un appel de la personne qui était chargée de récupérer Alice au haras et de la ramener à la maison. Moi, j'ai cru que cette personne était en retard, donc sur le coup, je n'ai pas décroché. Mais elle m'a rappelé une deuxième fois pour me dire, il y a les pompiers, Alice a eu un accident. Et j'ai banalisé l'affaire en me disant, en même temps, avoir un accident dans un haras, c'est une chose qui arrive. Et puis cette personne-là me parle d'un coup de pied. Alors je me dis, oui, mais en même temps, quand on travaille avec les chevaux, se faire mordre et prendre des coups de pied ou tomber, ça arrive. Et donc, j'ai dit à cette personne de rentrer et puis que les pompiers allaient me rappeler pour me dire ce qu'il en était et où je devais me présenter pour récupérer Alice. Et effectivement, j'ai été rappelée quelques minutes après par les pompiers. Un pompier très sympa, mais qui me pose plein de questions sur Alice, son âge, sa taille, son poids, sa date de naissance. Et moi, je réponds assez mécaniquement. Puis au bout d'un moment, je lui dis, mais Alice, elle sait tout ça en fait, elle peut très bien vous répondre. Et le pompier me dit, mais Alice est inconsciente. Et donc là, je lui dis, mais comment ça, inconsciente? Elle a pris un coup de pied de cheval. Il me dit, oui, mais dans la tempe. Et donc là, je me suis assise. Parce que du coup, j'ai mesuré que manifestement, si elle était inconsciente, c'est que c'était grave.
Et puis, ce pompier m'a dit, on va vous rappeler dans quelques minutes. Ne bougez pas de là où vous êtes, on vous rappelle dans quelques minutes avec le médecin du SAMU. Donc, du coup, j'ai appris que le SAMU était déjà là. J'ai évidemment dit, bah, c'est pas un problème, je viens, j'arrive tout de suite, je saute sur mon scooter, machin. On m'a dit, surtout pas, vous ne bougez pas de là où vous êtes. Là, vous êtes en état de choc, donc il ne faut surtout pas prendre un véhicule pour le moment. Attendez qu'on vous rappelle et on vous dira où Alice va être transportée. De toute façon, elle va être transportée d'une minute à l'autre dans un hôpital. Et effectivement, j'ai juste eu le temps de rentrer à la maison, de prévenir mon mari. J'ai été rappelée par le médecin du SAMU qui, là, nous a indiqué que le pronostic vital d'Alice était engagé, que les blessures étaient très très graves, qu'elle était dans le coma, qu'elle avait été intubée et qu'elle allait être transportée dans les minutes qui allaient suivre à l'hôpital pour un diagnostic plus complet, mais que, en tout cas, le pronostic vital était engagé. On y croit parce qu'il y a quelque chose de physique qui se passe en nous. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je sens mon estomac qui se tend, ma nuque qui se tend, et j'entends bien au ton du médecin qui me parle que les choses sont graves. Et il nous le répète plusieurs fois. C'est-à-dire qu'on est à la maison avec mon mari, on a mis mon téléphone sur haut-parleur pour entendre tous les deux la même chose, et il nous dit plusieurs fois « le pronostic vital est engagé ». Et moi je lui dis « mais est-ce qu'elle va mourir ?» Et il me dit « c'est pas exclu, c'est-à-dire que le pronostic vital est engagé. C'est grave, c'est très très grave ». Et il nous le répète plusieurs fois. Et donc là, il nous dit, voilà, j'ai suturé, il nous explique qu'il a suturé des plaies. Il nous explique aussi qu'elle souffre de plusieurs fractures manifestement du crâne. Et rien que ça, voilà, et qu'elle a perdu beaucoup de sang. Rien que ça, il n'y a pas besoin d'être médecin pour comprendre que les choses sont graves. Et puis alors, il s'avère que le passé d'Alice fait qu'avec mon mari, on est très informés de ce qui se passe quand un cerveau dysfonctionne ou quand une tête subit des dommages, parce qu'Alice, elle a été opérée à 3 mois d'une tumeur au cerveau, on sait le handicap qui en subsiste, et donc on mesure assez vite que finalement, là, le sort vient de frapper une deuxième fois au même endroit, parce que c'est au même endroit, c'est la tempe gauche, et la tumeur était au lobe temporal gauche, et donc on mesure qu'effectivement, c'est très grave et qu'il va y avoir des conséquences probablement irrémédiables à cet accident. En fait, on demande assez vite à ce médecin du SAMU, on lui demande que Alice soit transportée à l'hôpital Necker, puisque c'est là qu'elle a été opérée bébé, c'est là qu'elle est suivie, c'est là qu'il y a quelques mois à peine encore, elle a vu sa neurologue. Et donc pour nous, c'est rassurant en fait, de savoir qu'elle pourrait être prise en charge par une équipe qui la connaît déjà. Et donc on nous demande encore quelques minutes de patience, et puis on nous rappelle pour nous dire, bon voilà, elle vient effectivement à l'hôpital Necker. Et donc là, on se donne rendez-vous à l'hôpital Necker. Donc nous partons, mon mari et moi, à l'hôpital Necker. On arrive avant l'ambulance et donc on attend un long moment. On nous donne rendez-vous au déchocage. Donc c'est le pire endroit des urgences en fait. Et on attend un bon moment, on attend bien une demi-heure qu'Alice arrive. Et on la voit arriver escortée par la police dans le camion des pompiers et avec le SAMU qui suit. Et donc là, on mesure à quel point la situation est grave, parce que rares sont les convois, enfin en tout cas les convois médicaux escortés sont rarement des petites blessures. Alors d'abord, Alice a été prise en charge, parce que l'urgence, c'est le patient. Donc on nous a installés dans une salle d'attente en nous disant « ne vous inquiétez pas, on s'occupe d'Alice, on va faire plusieurs examens pour déterminer un diagnostic et puis pour avoir un état de santé pour pouvoir vous donner des nouvelles et on revient vers vous très rapidement dès qu'on en sait plus. » Bon, ce très rapidement s'est transformé en 1 heure, mais c'est le temps nécessaire pour installer Alice, pour lui prodiguer les soins dont elle a besoin de manière urgente et puis pour passer les examens. Et donc au bout d'1 heure, quand le neurochirurgien vient nous voir, c'est pour nous annoncer qu'effectivement les dommages sont colossaux et que donc ils vont aller opérer Alice pour faire en sorte que son cerveau ne souffre pas. En fait, on nous dit juste que le pronostic vital est engagé et quand on nous dit ça, on ne nous dit pas pour combien de temps, parce que c'est impossible de savoir et on ne nous dit pas non plus quelles peuvent être les conséquences, parce que ça aussi c'est impossible de le savoir.
Moi, je pose à nouveau la question au médecin, je lui demande s'il est possible qu'Alice meure et on me dit que ça n'est pas exclu, que ça peut arriver. Surtout, ce qu'on nous dit, c'est que de toute façon, là, on va l'opérer et après, on se donnera 72 heures avant d'en dire davantage. En 72 heures, c'est long, c'est 3 jours. Et voilà, et Alice part se faire opérer. En fait, pendant qu'Alice est au bloc opératoire avec mon mari, nous sommes tous les deux dans une salle d'attente qui nous est réservée, on n'est que tous les deux. Évidemment, on est complètement abattus par ce qui se passe, parce qu'on a pu voir Alice 2 minutes et on s'est très bien rendu compte de l'état dans lequel elle était. Et moi, j'ai eu cette sensation épouvantable que jamais plus je n'entendrai le son de sa voix, et je l'ai dit, et on a essayé de me rassurer, mais j'avais cette sensation, et je crois beaucoup à l'intuition que l'on peut avoir dans ces moments-là. Et en fait, à ce moment-là, alors qu'on était tous les deux dans cette salle d'attente avec mon mari, à un moment donné, je lui ai dit « Mais tu te rends compte, quand même, elle risque de mourir. Si elle meurt, ça veut dire qu'elle va partir en mort encéphalique parce que le cerveau sera mort. Et on ne s'est jamais posé la question du don d'organes. » Et il me dit « T'as raison, on n'en a jamais parlé. » Et je lui dis « Bah non, mais il faut peut-être qu'on en parle du coup. » Et il me dit « Mais à quoi tu penses? Qu'est-ce que tu imagines ?» Et je lui dis bah, « Enfin, on pourrait quand même au moins donner son cœur, parce qu'Alice n'a que 16 ans, qu'elle a une hygiène de vie incroyable, qu'elle est sportive, et que finalement, à ce moment-là, il est beaucoup plus facile pour moi d'envisager que la vie va continuer d'une manière ou d'une autre, que d'envisager la mort de mon enfant. » Et du coup, on en parle quelques minutes tous les deux, et puis très vite, finalement, on tombe d'accord sur le fait que, bah, quoi qu'il arrive, en tout cas, si Alice devait décéder, alors on donnera au moins son cœur. Et puis on referme ce chapitre, on n'y pense plus. On avait évoqué la question du don d'organes une seule fois, quelques mois auparavant, pendant un déjeuner, parce que la petite sœur de Alice, Camille, qui avait à l'époque à peine 9 ans, je pense, avait dû entendre ou lire un reportage sur le don d'organes et nous avait sorti en plein milieu du déjeuner « C'est horrible, on tue des gens pour leur prendre leurs organes ». Alors bon, évidemment, on avait été très surpris. On a tout de suite corrigé cette version de l'histoire. On lui a expliqué que pas du tout, qu'en fait ces personnes étaient décédées et que leurs organes étaient en pleine santé et que ces organes permettaient de sauver des personnes malades. Et puis Alice avait convenu que Camille avait décidément rien compris et que quand même le don d'organes c'était super et que c'est chouette, ça sauvait des vies et voilà. Et en bons parents que nous sommes, nous n'avons pas répondu à la question qui ne s'est pas posée, à savoir « Et vous, alors du coup, qu'est-ce que vous en pensez ?» Ça nous a bien arrangé à ce moment-là que les enfants ne nous posent pas la question, parce que je pense que j'aurais été très en peine d'y répondre, puisque je m'étais juste jamais posé la question, en fait. Je m'étais jamais interrogée sur est-ce que je suis pour, est-ce que je suis contre, qu'est-ce que ça vient toucher en moi, qu'est-ce que ça vient animer. J'avais jamais réfléchi à la question. Et donc, si mes enfants, à ce moment-là, m'avaient dit « Et toi, maman, qu'est-ce que tu ferais ?» Je pense que j'aurais été très mal à l'aise et très en peine de leur répondre. Et donc, voilà, en fait, la question s'était posée une seule fois. On avait juste rétabli la vérité. On n'était pas mieux, pas moins informés que quiconque. On avait juste rétabli la vérité de le don d'organes sauve des vies. Et ça avait suffi, à ce moment-là, à rassurer Camille. Et puis, ensuite, on s'est empressé de changer de sujet. Ce qui est certain, c'est que je pense qu'il y a énormément de tabous autour du don d'organes. Je me suis rendu compte, en ayant moi traversé cette épreuve-là, que globalement, il n'est pas compliqué de parler du don d'organes, simplement parce que parler du don d'organes, c'est d'abord parler de la vie. Et c'est ça qui est important. À La Roquette, évidemment, il faut qu'il y ait quelqu'un qui décède pour que des vies soient sauvées. Mais en réalité, pour une personne qui décède, on peut sauver plusieurs vies. Et c'est ça qui est important. Et je me suis rendu compte aussi qu'il n'était pas du tout difficile d'en parler avec des enfants, parce que les enfants n'ont pas du tout le même prisme que nous. Et pour eux, parler de la mort ou parler de la vie, ce n'est pas choquant. Ce que les enfants retiennent finalement, c'est que d'autres vont pouvoir continuer à vivre. Et c'est à mon avis ça qu'il faut transmettre. Et c'est de cette manière-là qu'il faut aborder le sujet. En tout cas, avec le recul, je pense que c'est un sujet qui est très important, qu'il ne faut pas hésiter à en parler de la même manière qu'on est quand même capable de parler de la mort de nos proches avec nos proches, de parler des obsèques de nos parents quand ils vieillissent, et toi tu voudrais quoi, comment tu vois les choses. Et ben c'est pareil avec le don d'organes, en fait c'est pas plus compliqué, il suffit juste de dire est-ce que tu es pour, est-ce que tu es contre, qu'est-ce que tu en penses, et puis si tu es contre, est-ce que tu as bien été chercher en toi tous les freins, est-ce que tu as bien été lever chaque frein
pour être sûr de ta décision. Et puis si tu es pour, eh bien alors pense juste à le dire à tes proches et à le faire savoir d'une manière ou d'une autre pour qu'il n'y ait pas de temps de perdu si un jour la question se pose. Le temps est extrêmement précieux dans ces moments-là. Le temps est précieux et puis ce que vivent les proches dans ces moments-là est précieux aussi. Et c'est un moment qui est extrêmement difficile. Il faut savoir qu'au moment où on se retrouve confronté à la question du don d'organes, c'est que le matin même, on ne s'attendait pas à ce qu'un proche perde la vie. Soit accidentellement, soit du fait d'un AVC massif. Et donc on est quelque part un peu en état de choc, on est sidéré par ce qui se passe. Ne pas avoir dit à ses proches ce qu'on veut pour soi, les met forcément dans une situation de devoir choisir pour un autre. Et donc c'est une question qui est quand même embarrassante et dont on leur laisse le poids. Et moi j'ai plutôt tendance à dire, dites ce que vous voulez pour vous à vos proches, et de cette manière-là, en fait, vous les débarrassez du poids de cette embarrassante question, et eux ne se font que le porte-parole d'un message que vous leur aviez laissé. Et je pense que ça simplifie grandement les choses. Au moins, ils n'ont pas à réfléchir à la question. Non, Alice est opérée, Alice revient de son opération. Il se passe les fameuses 72 heures pendant lesquelles Alice reste dans le coma, mais pendant lesquelles elle est vivante. En réalité, il se passe 4 jours avant qu'on nous dise qu'Alice ne se réveillera pas. Au moment où on nous annonce qu'Alice ne se réveillera pas, évidemment, c'est un choc parce que pendant 4 jours, on s'est accroché à l'espoir qu'elle allait survivre à tout ça, avec le moins de dommages possible. Bon, finalement, dès lors qu'on apprend qu'Alice ne se réveillera pas, on évoque avec le chef de la réanimation de l'hôpital Necker notre souhait de faire don des organes d'Alice. On nous explique alors qu'Alice n'est pas encore en mort encéphalique, mais que ça peut survenir dans les heures, les jours qui viennent, et que donc on va se donner encore quelques jours en réanimation en attendant de voir si la mort encéphalique survient ou pas. Et la mort encéphalique survient le lendemain en réalité. Et donc, puisque nous avions parlé du don d'organes, quand nous arrivons à l'hôpital le lendemain, la coordination des dons d'organes a commencé son immense travail de recherche des receveurs potentiels pour les organes d'Alice. Non, le médecin a même été surpris qu'on devance la demande. C'est-à-dire que normalement, dans la plupart des cas, ce qui se passe quand un patient décède en mort encéphalique, c'est que ce sont les médecins qui vont informer la famille et qui vont demander à la famille si le défunt avait déjà parlé du don d'organes, s'il était inscrit sur le registre national des refus, qui sera de toute façon consulté, et si la famille a une idée de ce que le défunt souhaitait concernant le don d'organes. Nous, les choses se sont passées différemment puisqu'en fait, on avait devancé l'appel, c'est-à-dire qu'on a parlé du don d'organes alors qu'Alice n'était pas encore décédée, si bien que c'était inscrit dans son dossier, de sorte que si nous n'étions pas là au moment où les premiers signes de mort encéphalique étaient observés, il n'y a pas besoin d'attendre que l'on arrive pour pouvoir prévenir la coordination des dons d'organes, et c'est ce qui a été fait. Et quand j'ai récupéré le dossier d'Alice, j'ai bien vu que la veille de son décès, il était bien noté « Les parents émettent le souhait de faire don des organes ». En réalité, quand on est opposé au don d'organes, il faut s'inscrire sur le registre national du refus. La loi de 2016 a fait de chacun de nous des donneurs, ou s'il n'y a pas de refus exprimé, alors on considère que la personne est d'accord. Mais en réalité, le don d'organes ne doit pas venir alourdir le choc, la peine, la situation que vit la famille de la personne qui est décédée. Et c'est pourquoi, en fait, les médecins, lorsque survient un décès en mort encéphalique, les médecins vont interroger la famille. Alors, ils vont d'abord interroger le registre national des refus pour savoir si la personne y était inscrite ou pas. Si elle y était inscrite, la question ne se pose même pas. On débranche la personne et puis voilà, on restitue le corps à sa famille. Mais si la personne ne s'est pas inscrite sur le registre national des refus, ça ne signifie pas pour autant qu'elle n'a jamais exprimé de refus. Elle a pu un jour faire part à ses proches du fait qu'elle n'était pas d'accord avec le don d'organes, sans jamais pousser sa démarche jusqu'à s'inscrire. Et c'est en fait ce que vont venir essayer de confirmer les médecins, c'est l'opposition au don d'organes. Et donc si la famille n'est pas en mesure de dire ce que voulait le défunt, alors on va leur poser la question, on va leur dire « Et selon vous, qu'est-ce qu'il aurait fait? Est-ce qu'il aurait été pour? Est-ce qu'il aurait été contre? Vous qui le connaissiez, comment aurait pu réagir votre proche ?» Et c'est là où finalement la famille se retrouve saisie d'un sujet
qui peut, un, la décontenancer et deux, qui ne la concerne pas, puisque c'est un sujet hyper intime et personnel. En fait, entre le moment où le patient décède en mort encéphalique et le moment où on prélève ses organes, il peut se passer jusqu'à une douzaine d'heures, parfois un peu plus. Le patient décédé est inscrit sur la base de données de l'Agence de la biomédecine avec un numéro cristal pour anonymiser son identité. Il y a des examens qui sont réalisés pour connaître l'état des organes, savoir ce qui peut être prélevable et transplantable, parce qu'après tout, on peut découvrir une pathologie qu'on ignorait. On va également saisir dans cette base de données toutes les données médicales très spécifiques, groupes sanguins et toutes les données qui permettent d'assurer la meilleure compatibilité possible entre les organes du donneur et les organes du receveur. De l'autre côté de la chaîne, la même base de données contient le nom, en tout cas les caractéristiques médicales des receveurs en attente d'une greffe. Et tout le travail de l'Agence de la biomédecine va consister à faire coïncider les organes proposés avec les personnes en attente de greffe. Une fois que ce matching est réalisé, alors on va faire venir dans l'hôpital où la personne est décédée les équipes médicales qui sont chargées de prélever l'organe pour ensuite aller le transplanter. Et donc ça peut prendre un certain temps parce que ces équipes médicales peuvent venir de n'importe où en France, voire des pays limitrophes. Donc ça peut prendre du temps. Et donc évidemment, on va faire en sorte que ce temps soit le plus court possible parce que la durée de vie d'un organe hors du corps est très courte. Mais en tout cas, ça peut prendre du temps. Donc dans le cas d'Alice, il a fallu environ une grosse journée de travail, enfin environ 8-10 heures, pour faire matcher, trouver les personnes compatibles, etc., que les équipes acceptent les organes. Il faut savoir que quand une équipe médicale est contactée parce qu'un greffon est disponible pour un de leurs patients, elles ont 20 minutes pour se prononcer. C'est extrêmement rapide. Et donc, il a fallu une journée pour préparer tout ça. Une fois que ça c'était prêt, eh bien, on réserve un bloc opératoire, on achemine, on fait venir les équipes médicales à Paris et le patient qui est décédé n'est débranché qu'au moment de débuter l'intervention de prélèvement des organes. Donc pour Alice, le prélèvement a eu lieu 24 heures après son décès. Alors nous, on n'a pas voulu savoir. Au moment où tout ça se préparait, on n'avait pas très envie d'avoir tous les détails. Il y a une réunion qui est organisée avec la coordination des dons d'organes et à laquelle évidemment la famille assiste. Donc nous y étions avec mon mari. C'est une réunion qui est destinée à nous apporter toutes les informations et toutes les questions, répondre à toutes les questions qu'on se pose sur le don d'organes. On nous explique d'abord en premier lieu que le don d'organes est gratuit, qu'il est anonyme et qu'il répond évidemment au consentement présumé. Donc là, en l'occurrence, le consentement, c'était à travers nous. Et donc dans cette réunion, on répond évidemment à toutes nos questions. Et justement, on nous a demandé, on nous a dit, est-ce que ça vous intéresse de savoir ce qui pourrait être prélevé sur Alice? Et moi, je n'ai pas voulu savoir à ce moment-là. Je me suis intéressée à cette question une fois que le prélèvement avait été réalisé et qu'on nous restituait le corps d'Alice. Parce que ce qui est très important de dire, que dans le cas du don d'organes, on rend le corps du défunt à la famille, que rien ne se voit, que c'est une opération qui est réalisée avec tous les égards possibles envers le défunt, pour lui, pour sa famille, et le corps est restitué de manière parfaite à la famille. Il n'y a aucun stigmate de cette opération, on ne voit rien. Et donc c'est une fois qu'on a eu récupéré le corps d'Alice, moi j'étais assez abattue évidemment, et puis l'infirmier coordinateur me remerciait. Il n'arrêtait pas de me remercier. Il me disait, je vous remercie d'avoir dit oui, je vous remercie d'avoir dit oui. C'est tellement important que vous ayez dit oui, vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est important. Et je lui disais, non, je ne me rends pas compte, en fait, vous me dites merci, mais moi j'ai perdu mon enfant et voilà, c'est quand même, c'est un traumatisme. Et là, il me dit, mais est-ce que vous avez envie de savoir combien de vies sont en train d'être sauvées grâce aux organes d'Alice? Et je lui ai dit oui. Et il m'a dit, eh bien, il y a 6 personnes à l'heure à laquelle on se parle qui sont en cours de transplantation. Et j'ai tout de suite eu une immense pensée pour les mamans de ces 6 personnes-là. Et je me suis dit, waouh, quand même, c'est pas rien. Moi, j'ai perdu mon enfant, mais il y a 6 mamans
qui là, à l'heure à laquelle on est en train de se parler, croisent les doigts pour que l'intervention se passe bien et que leur enfant, quel que soit l'âge de cet enfant, réchappe de cette intervention et puis reprenne sa vie là où il l'avait laissée, avec beaucoup d'enthousiasme et puis avec une nouvelle chance finalement, et puis un organe tout neuf qui va lui permettre de repartir pour de très très longues années. Et bien ça fait du bien. À ce moment-là, ça fait du bien. Alors non, la vie d'Alice n'a pas continué. En tout cas pas pour moi. Je sais qu'il y a des familles de donneurs qui vivent les choses de cette manière. Pas moi. La vie d'Alice pour moi ne continue pas à travers des organes qui continuent à vivre. Simplement parce que les personnes qui ont reçu ces organes en ont fait le leur, et c'est bien légitime parce que c'est grâce à elles que cet organe continue à vivre. Et en même temps, c'est cet organe aussi qui leur a permis de pouvoir continuer à vivre, et ça leur appartient complètement. Moi, j'ai le sentiment que ces personnes ne nous doivent absolument rien. Elles doivent leur guérison uniquement à elles, à leurs efforts, à l'hygiène de vie à laquelle elles acceptent de se contraindre, parce que c'est beaucoup de contraintes de vivre avec un greffon. C'est des traitements médicaux quotidiens, c'est beaucoup d'examens, etc. C'est une hygiène de vie à respecter. Donc non, moi, je n'ai pas le sentiment qu'Alice continue à vivre. Alice, elle est partie un jour d'automne 2018 et parce qu'elle est décédée dans ces circonstances-là, son décès a permis de sauver 6 vies. Son décès a permis de sauver 6 vies. Que ça rende le deuil plus facile parce qu'elle me manque chaque jour et je pense qu'elle manquera à ma vie chaque jour jusqu'à la fin de mes jours. En attendant, ça donne un sens. Ça donne un sens. Pour moi, le don d'organes a donné du sens à ce qu'il n'en avait pas parce que c'est tellement stupide de mourir à 16 ans dans un accident, enfin quel que soit l'âge, mourir comme ça dans un accident aussi bête, ça n'a pas de sens. Et bien, le don d'organes est venu donner un sens à ce qui, pour moi, n'en avait pas à l'origine. Alors, ça a changé, oui, notre regard sur la vie. Il est vrai que quand on est confronté à la mort, mais quelle que soit la personne, j'ai envie de dire, on se dit qu'on n'a pas eu le temps de tout dire, pas eu le temps de tout faire, pas eu le temps de tout partager, que c'était quand même beaucoup trop court. Et alors, évidemment, dans le cas d'Alice, ça l'était d'autant plus, étant donné qu'elle n'avait que 16 ans. Et que, au moment où Alice décède, elle a une petite sœur qui a 10 ans. Et puis elle a 2 grands frères qui sont âgés d'une vingtaine d'années, 24 et 21. Donc oui, ça change notre rapport à la vie avec d'un seul coup la prise de conscience que les choses peuvent vite s'arrêter et qu'on a intérêt donc à dire tout ce qu'on a besoin de dire, y compris les mots d'amour, et puis y compris qu'on est pour ou contre le don d'organes, en tout cas qu'il ne faut pas perdre de temps, le dire tant que c'est OK et tant qu'on peut l'entendre et qu'on est en pleine santé, c'est encore mieux. Avec le papa d'Alice, nous avions donc parlé du don d'organes tous les deux dans cette salle d'attente le jour où Alice a été victime de son accident. On n'en a plus reparlé après. On n'en a pas du tout reparlé pendant les jours qui ont suivi parce qu'on était accrochés. On s'accrochait à l'espoir de la vie et au fait qu'Alice allait survivre et on avait très envie de voir des progrès et on avait très envie de voir qu'elle bougeait et voilà, même si ça n'était que par réflexe, on s'accrochait à la vie. Et puis au moment où on nous a annoncé qu'Alice ne se réveillerait pas, alors on s'est dit qu'il fallait absolument d'abord évidemment qu'on en informe ses 2 grands frères et sa petite sœur. Et quand la mort encéphalique a été démontrée, alors nous avons parlé du don d'organes. Avant de rendre notre décision définitive, nous avons parlé du don d'organes avec ses 2 grands frères et sa petite sœur, parce qu'il était important pour nous qu'on soit tous les 5 d'accord sur le fait de donner les organes d'Alice. Et ça n'a été un problème pour aucun des 3. Les 2 grands frères, eux, étaient bien mieux informés que nous, parce que plus curieux, parce que voilà, des jeunes qui écoutent davantage ce qui se passe. Donc il n'y a pas eu du tout de sujet pour eux. Pour Camille, évidemment, l'approche a été un peu plus subtile parce qu'elle n'avait que 10 ans à ce moment-là. Et pour autant, elle nous a énormément simplifié la tâche puisqu'elle nous a demandé mais à quoi ça sert qu'on garde son cœur en vie, puisque le médecin lui avait expliqué ce qu'était la mort encéphalique et pourquoi Alice était encore en réanimation alors qu'elle était décédée et que donc son cœur battait toujours. Et je lui avais demandé mais à ton avis à quoi ça pourrait servir? Et elle me dit mais maman, est-ce que tu crois qu'un cœur ça se donne? Et je lui dis bah ouais, un cœur ça se donne. Et bien c'est précisément ce pourquoi le cœur d'Alice continue à battre pour le moment, c'est qu'on cherche quelqu'un qui aurait bien besoin de ce cœur pour continuer à vivre et pour être sauvé d'une très grave maladie et d'une mort certaine, parce que quand on en est à attendre un greffon pour continuer à vivre,
C'est quand même que le spectre de la mort plane pas très loin. Et Camille nous a dit oh, bah, c'est super, alors j'espère qu'on va trouver. Et on a trouvé quelqu'un pour recevoir le cœur d'Alice. Au départ, dans les semaines qui ont suivi le décès d'Alice, je me refaisais toute l'histoire tous les matins. J'avais très très peur d'oublier l'histoire, d'oublier toute son histoire à elle, mais y compris les dernières semaines, les derniers jours de vie d'Alice, simplement parce que même si ce sont les pires, ce sont les derniers instants que j'ai eu à passer, à partager avec elle. Et donc je me suis mise à écrire, à relater presque minute par minute tous mes souvenirs de ces moments-là, en me disant je vais me débarrasser du problème, parce que forcément, comme je me refaisais l'histoire tous les matins, il y avait des matins où ça allait très très bien, puis il y avait des matins où c'était très compliqué, où je mettais beaucoup plus de temps à recheminer, et ce n'était qu'une fois que j'avais terminé de refaire toute l'histoire que je pouvais démarrer ma journée. Donc c'était pas possible, ça ne pouvait plus durer. Et donc je me suis mise à écrire. Et puis plusieurs mois après, courant janvier, un de mes amis qui est journaliste m'appelle pour me présenter ses vœux et me demande comment va la vie, alors, et t'en es où, et voilà. Et il s'avère que ça faisait plusieurs mois que je ne l'avais pas eu au téléphone. Et donc je lui raconte ce qui nous est arrivé à l'automne. Et je lui raconte que je suis en train d'écrire, et lui me dit « Mais attends, tu ne te rends pas compte de la portée de ton témoignage ? Il faut absolument que tu le fasses publier, que tu me l'envoies et qu'on le publie, parce que c'est important de rassurer les gens sur le don d'organes, parce qu'il y a beaucoup de tabous autour de cette question. Et c'est important de témoigner du fait que le don d'organes, c'est possible, et que finalement, le don d'organes ne change rien en tout cas pour celui qui est décédé, ni pour sa famille, alors que ça change tout pour celui qui va recevoir les organes et pour ses proches. Et j'avoue que sur le coup, j'étais pas forcément pour publier un livre, et puis cet ami a réussi à m'en convaincre. Et puis j'en ai parlé avec les enfants, avec mon mari, et puis tout le monde s'est dit qu'en fait, ce serait un très bel hommage aussi rendu à notre petite lionne, à Alice, d'avoir son prénom sur une couverture d'un livre, et puis qu'une fois que le livre serait écrit, eh bien l'histoire, elle sera posée là, sur l'étagère, et puis j'aurai plus besoin de m'en souvenir. Et puis j'avoue qu'au fil de l'écriture de ce livre avec cet ami, finalement a aussi émergé le besoin pour moi de poser l'histoire de sorte que les enfants puissent la retrouver. Camille n'avait que 10 ans au moment où elle a perdu sa grande sœur, et je me dis que je ne sais pas ce qu'elle retiendra de tout ça dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Peut-être qu'à un moment donné, moi, je ne serai plus là pour lui raconter l'histoire, et qu'elle aura, elle, besoin de la retrouver. Et bien voilà, l'histoire, elle est là, elle est dans le don d'Alice, qui est donc paru 1 an après le décès d'Alice chez City Éditions. Et voilà, c'est un livre dont nous sommes collectivement, toute la famille et moi, très fiers. Alors, il s'est passé des choses incroyables après la publication du don d'Alice. D'abord, je me suis rendu compte qu'effectivement, la parole des familles de donneurs était rare, puisque j'ai été beaucoup sollicitée pour témoigner sur le don d'organes et pour montrer que c'était possible. Si nous avons pu donner les organes de notre enfant, je crois que n'importe qui peut faire le chemin et se rendre compte que finalement, ce n'est pas si grave en fait. Ce qui est grave dans tout ça, ce n'est pas de donner les organes, c'est de perdre un proche. Mais perdre un proche, ça reste grave dans toutes les circonstances dans lesquelles on le perd, alors que donner les organes, c'est juste attendre quelques heures que les organes soient prélevés pour donner une chance de survie à d'autres. Et ça, c'est vrai que c'est un témoignage qui est important et qui me tient à cœur. Et puis, j'ai surtout été amenée à rencontrer beaucoup de personnes qui ont reçu des organes. Et à chaque fois que j'en rencontre, même presque 7 ans plus tard, je suis toujours émerveillée finalement de me dire que les voir, eux, faire des projets, se lancer dans des défis sportifs, dans des exploits parfois, reprendre une vie professionnelle, se lancer dans un projet de famille, de fonder une famille, ce qui avant était complètement exclu, vient donner de la légitimité au choix qu'on a fait. C'est-à-dire que je me dis chaque jour, à chaque fois que j'en rencontre, on a bien fait. En fait, la décision qu'on a prise était évidemment la meilleure. Et puis dans cette histoire, il y a eu une rencontre exceptionnelle à un moment donné, une rencontre assez magique. Un jour, l'éditeur me contacte pour me dire « J'ai été contactée par une jeune femme qui s'appelle Julie Martinez, qui a lu ton livre et qui, elle, est greffée des poumons et qui aimerait te rencontrer parce qu'elle a, elle aussi, écrit sur son histoire de greffe et elle aimerait te rencontrer pour pouvoir échanger avec toi. » Et donc j'ai rencontré cette jeune femme, Julie Martinez,
qui effectivement avait été greffée en 2012. Elle était atteinte de mucoviscidose et donc elle avait été greffée à 32 ans des 2 poumons. Et avec Julie, nous avons écrit ensemble un autre livre qui s'appelle Mon second souffle, qui est paru également chez Cité Éditions en 2020 cette fois. Et j'ai une pensée vraiment, mais vraiment émue pour Julie et sa famille, parce que Julie nous a quittés au mois de janvier 2025. Mais grâce à cette greffe, Julie a eu 13 ou 14 ans de vie très belle, supplémentaire. Et ça non plus pour sa famille, ça n'a pas de prix. Je pense qu'en fait, plus on parle du don d'organes, plus on le banalise. Et je pense que c'est en le banalisant qu'on va finir par réussir à lever tous les tabous autour du don d'organes, toutes les peurs. Il y a énormément de peurs, de profanation du corps, de est-ce qu'on est sûr que la personne est bien décédée, etc. Et donc je pense que plus on en parle, plus on rassure, et plus finalement on amène les gens à dédramatiser cet acte et à se rendre compte finalement que pour une personne qui décède, beaucoup de vies peuvent être sauvées. Et ça, c'est important. Et je pense qu'il faut mettre au regard de cette réflexion les chiffres en fait, du don d'organes. Ouais, il y a 20 000 personnes en attente d'une greffe, dont 10 000 sont sur une liste active, donc en urgence absolue. Enfin, voilà, il faut que ces personnes soient greffées. Faute de quoi, évidemment, elles risquent de décéder. Le cas de décès le plus fréquent qui va donner lieu au don d'organes, c'est la mort encéphalique, c'est la destruction irrémédiable du cerveau. Il y a environ 3700 décès en mort encéphalique par an et moins de 50% des personnes décédées en mort encéphalique sont donneuses d'organes. Et c'est finalement pour ces 20 000 personnes qui attendent une greffe, ces 10 000 personnes en liste active, il y a eu moins de 6 000 greffes réalisées l'année dernière. Donc on peut retourner le problème dans tous les sens. Finalement, il n'y aura jamais assez d'organes pour sauver tout le monde. Et d'où l'importance de se positionner et de dire ce qu'on veut pour soi, parce que le taux de refus en France est extrêmement élevé, il dépasse 35%. Et donc il faut parvenir à faire baisser ce taux de refus de sorte à pouvoir sauver davantage de vies. Et il y a un truc très important, c'est de ne pas oublier qu'on a plus de chances de son vivant un jour de se retrouver en position de devoir recevoir un organe que de connaître un décès qui pourra donner lieu au don d'organes. Et ça fait réfléchir. Il ne faut pas oublier que le don d'organes ne va rien changer pour celui qui est mort, ni pour ses proches. En revanche, il va tout changer pour ceux qui vont recevoir les organes et pour leur famille. Parce que quand une personne est sauvée grâce à un greffon, c'est toute sa famille finalement qui reprend vie. Et donc on sauve bien plus d'une personne finalement, on sauve toute la famille qui va avec. Mon message serait de vous dire, pour ce qui nous concerne nous et pour l'exemple que je connais le mieux, qui est celui d'Alice, une mort, 6 vies. Ça n'a pas de prix. En fait, je ne fais pas du don d'organes un combat absolu ni une fierté, j'en dégage pas de laurier. Je suis surtout pleine de gratitude de me rendre compte que moi j'ai cette chance d'avoir cette capacité d'en parler simplement, d'en parler sans faire peur et j'ai peut-être cette chance de pouvoir parler d'un sujet grave avec des mots que j'espère justes et qui vont permettre à chacun de réfléchir et de se positionner. Et puis si au bout du bout, eh bien, en m'écoutant, il n'y a qu'une seule personne qui s'est positionnée ou qui a changé d'avis ou qui a été rassurée, alors merci à elle d'avoir pris le temps de m'écouter et d'avoir changé d'avis. Et puis merci à tous ceux qui réfléchiront à cette question, de se positionner une bonne fois pour toutes et de dire ce que vous voulez. L'important, moi ça m'est égal de savoir si c'est pour ou si c'est contre, c'est pas ça qui est important. L'important c'est de décider pour vous de ce que vous voulez et de le faire savoir à vos proches. Surtout dites-le à vos proches. Mon rêve absolu, c'est qu'il n'y ait plus de taux de refus, mais bon voilà, il y en aura toujours, mais qu'il soit le plus bas possible et que un jour on soit en mesure de dire il y avait 10 000 personnes en urgence absolue en attente d'un greffon et 10 000 d'entre elles ont pu être greffées. Ça, ce serait dans mes rêves les plus fous et je ne baisse pas les armes, hein. Je pense que c'est possible. Si on s'y met tous, c'est possible. Oui, il y a une question que vous ne m'avez pas posée et qui est pourtant importante, c'est que vous ne m'avez pas demandé si on peut être donneur à tout âge et en toutes circonstances. Et c'est hyper important de le savoir, on est donneur à tout âge
et en toutes circonstances. On n'est jamais trop jeune ni jamais trop vieux pour donner ses organes. Et on peut même être donneur d'organes quand on est malade. Et surtout, quand on est vraiment très très malade, on peut être donneur de tissus. Et voilà, ça c'est important et raison de plus pour y réfléchir.